La notion d'être et de co-créer ensemble a toujours fait émerger des étincelles dans mon cœur. C'est ensemble qui nous permet, un humain à la fois, d'écrire de nouveaux récits pour nos aujourd'hui et nos demain, des récits inspirés, teintés d'amour et de collaboration. Alors, dans un élan naturel de partage, cet espace naît enfin, un espace de réflexion, de partage, d'échange, d'écoute, sans montage et sans flafla. Un moment qu'on passe ensemble pour explorer, ressentir et expérimenter de nouvelles façons d'être et de faire pour nos aujourd'hui et nos demain. Bienvenue dans le podcast Ensemble Demain, un podcast animé par Soenco avec moi, Sophia, au micro. Un espace dédié à l'exploration de thématiques variées, d'idées, d'initiatives qui nous ouvrent le regard, celui qu'on porte sur soi, sur les autres et sur le monde. Ici, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de certitude, il y a juste des ressentis partagés, des perspectives, des voies de réflexion, des récits pour inspirer positivement le changement. Parce que j'ai cette conviction profonde que c'est dans le ensemble, dans une démarche de connexion à la fois individuelle et collective, qu'on est en mesure de réimaginer le monde autrement. Un monde plus humain, plus juste, plus en santé, plus vivant. Bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Ensemble Demain. Dans le vaste panorama des enjeux contemporains, une question cruciale émergeait beaucoup ces temps-ci en moi, c'était comment il était possible de repenser notre futur collectif et individuel aussi au travers de nouvelles histoires et peut-être une vision rafraîchissante de notre monde qui est en grande transition. Et c'est précisément le sujet de l'épisode d'aujourd'hui où on plongera avec un invité bien spécial dans l'art de la narration et de l'intelligence collective pour aller imaginer un monde plus doux, plus durable. Et c'est comme un prolongement du deuxième épisode du balado, les histoires qu'on se raconte. J'aspire aujourd'hui à ce qu'ensemble on tisse, aujourd'hui et demain, qu'on tisse ensemble les fils d'un nouveau récit, un récit d'espoir, de collaboration, d'harmonie avec la planète, mais aussi entre nous, humains. Et aujourd'hui, l'idée, c'est d'aller explorer comment la création de nouveaux récits peut être une force transformative, un moyen de réimaginer notre avenir, de transcender les limites de nos préjugés et de cultiver une vision plus inclusive et durable de la société. Et pour ce beau thème-là, j'ai le grand privilège d'accueillir aujourd'hui Benoît Roland de Ravel, qui est un explorateur, un artisan du changement, un visionnaire, un conteur de nouvelles histoires, dont la passion est de réimaginer notre avenir au travers de nouveaux prismes narratifs. Il est aussi le cofondateur de la Fresque des Nouveaux Récits, qui est un mouvement, en fait, selon ma perspective, qui s'efforce de réécrire notre histoire collective au travers une perspective novatrice, créative, collaborative. Donc, on va plonger dans la philosophie derrière les nouveaux récits, mais aussi dans la portion concrète de qu'est-ce qu'est la fresque des nouveaux récits, comment ça fonctionne, puis comment ça peut être un outil puissant d'innovation sociale, d'engagement communautaire et de transformation à la fois personnelle et collective. Alors, merci beaucoup, Benoît, d'être avec nous aujourd'hui en direct de la France, du coup, à l'autre bout du monde. Et quand je te parlais hors antenne, je te disais que quand j'ai eu mon premier enfant, l'idée, c'était d'aller être authentique, d'être moi-même. Donc, avant, j'avais tendance à demander, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Puis aujourd'hui, j'ai plutôt inversé la question, puis j'amène la question à l'intérieur. Donc, toi, Benoît, au-delà de ce que tu fais dans la vie, ben, qui est-ce que tu es, l'humain, dans tes valeurs, dans ton histoire? Puis comment ça a dessiné ton parcours de vie? Merci beaucoup, Sophia, pour cette invitation déjà. Cette question, donc, pas tout à fait évidente. Moi, ce que je dirais comme ça, c'est que peut-être ce qui me caractérise, en tout cas, parce que parfois on essaie de se définir par comparaison avec les autres, ça peut aider un petit peu. Moi, c'est que ce qui m'a animé assez vite, c'est cette quête finalement d'unification. C'est-à-dire, moi, ce que j'ai assez mal vécu dans mes premières expériences professionnelles, parce que j'ai beaucoup cherché ma place, pendant à peu près 9 ans, on va dire. Et puis après, 9 ans, j'avais trouvé la direction et après ça s'est approfondi. Mais globalement, ce qui m'a caractérisé pendant toutes ces années de quête, de recherche, c'était la quête d'unification. C'est-à-dire que moi, je pense que finalement, être heureux, le
bonheur, moi, je pense que ma définition, ce serait de vivre à la bonne heure. C'est-à-dire qu'en fait, en tout instant, je puisse me dire: «En fait, je suis à la bonne place, au bon endroit, j'ai envie d'être nulle part ailleurs». Et parce qu'en fait, ce que j'avais constaté dans ces différentes expériences professionnelles, c'est qu'il y avait énormément de gens qui vivaient pour les soirées, les week-ends, les vacances et donc qui, comme en fait, on passe, plus de 80 000 heures à travailler dans sa vie, bah, pour moi, en fait, j'avais une espèce d'angoisse existentielle de passer en partie à côté de ma vie. Et donc c'est vraiment ça, je dirais, peut-être plus que chez d'autres et donc peut-être qu'aussi, c'est-à-dire que ça, c'était les premières étapes un peu de ma quête et maintenant je pense que je suis plus dans une quête plus collective. C'est pour ça là, j'étudie notamment en parallèle de mes activités professionnelles, sur la psychologie sociale. Donc la psychologie sociale, l'objet finalement, le bénéficiaire, c'est pas un individu, c'est un groupe social. On peut dire même du coup c'est un pays, on pourrait dire même l'humanité. Hem Et là aujourd'hui, on va dire ce qui m'intrigue un peu, c'est comment se fait-il qu'on est dans des sociétés qui nous permettent, d'être des schizophrènes? C'est-à-dire que, ma conviction, c'est que, par exemple, cette question de séparation vie privée, vie pro, elle a dû naître avec la révolution industrielle où on a développé un rapport particulièrement aliénant au travail et où du coup, il fallait se protéger de son travail. Parce que je pense que, par exemple, un paysan, il y a 4, 5 siècles, si on lui demandait, bah, séparation vie privée, vie pro, il serait tombé, voilà, de sa chaise, il aurait dit, bah, en fait, je suis paysan, enfin, je suis une personne, j'ai une identité. Et Mmh. donc moi, c'est un peu ça, parce que je pense qu'une des racines des problèmes, c'est ça. C'est-à-dire qu'on permet aux gens, finalement, de passer tout un tas de leur moment de vie à construire un monde qui n'a pas de sens et du coup, même à leur permettre de ne même pas se la poser et même, à tout faire pour éviter qu'ils se la posent parce que s'ils se la posaient, ça poserait un certain nombre de questions. Donc je dirais que c'est un peu ça qui m'anime pas mal, en particulier là, au moment de cette interview, parce que je sors d'une table ronde, Mmh. sur ces enjeux. C'est intéressant ce que tu dis, notamment par rapport au fait que, on se laisse pas finalement l'espace de se la poser cette question. Beaucoup de résonance avec mon parcours, c'est quand ça s'est arrêté avec la maternité que là, il y a la quête de sens qui a émergé. Mais c'est super intéressant à quel point c'est ces temps de recul-là, peut-être qu'on prend, qui nous permettent d'aller s'unifier à nouveau, d'aller se rallier dans nos paradoxes aussi. Alors merci pour ce partage-là, finalement une quête de sens très personnelle qui s'est transformée en une quête de sens pour la collectivité aussi. Et puis justement, au travers de ce parcours-là, toi, tu as cofondé la Fresque des Nouveaux Récits. Est-ce que tu peux nous partager un peu, l'histoire de ce qui t'a amené, au travers justement tous ces questionnements-là, personnels, professionnels, tous ces questionnements de vie, à mettre en place ce projet-là, cette initiative-là? Ça a été quoi le déclic, l'histoire, ce que tu as envie de nous partager? Bah, ce que je dirais là, c'est que, en fait, donc, quand j'ai pris conscience finalement de la gravité des enjeux auxquels l'humanité, faisait face aujourd'hui, donc, voilà, le franchissement des frontières planétaires, donc la mise en danger finalement des conditions d'habitabilité de la Terre, donc un peu la préservation de ce miracle qu'est, le développement de la vie tel qu'il s'est développé sur Terre. A priori, c'est le cas nulle part ailleurs dans l'univers. Hem et du coup, à force de me renseigner, de lire des choses, je me suis rendu compte que souvent les personnes allaient à une racine commune et que cette racine, c'était finalement notre rapport au monde, ce qu'il y avait dans nos têtes, nos récits. Parce que je pense que d'ailleurs, ça fait écho encore avec un peu des propos que j'ai pu entendre tout à l'heure sur la table ronde, c'est qu'on est dans des sociétés qui font que, en fait, on est un peu dans une surindividualisation et donc on est un petit peu comme chacun à se dire: «C'est quoi mon sens?» Bah, moi, mon sens, c'est juste, payer ma dette, de l'achat de ma maison. C'est juste nourrir mes enfants. C'est juste nin et je pense que les récits peuvent permettre finalement de passer d'une logique individuelle à une logique collective et à cet égard, il y a un auteur, Pablo Servigne, qui dit globalement que pour lui, l'un des enjeux de notre époque, c'est justement cette question des récits et en particulier de cette forme de réinvention, de nos mythes collectifs, pour lui, il dit de mémoire, c'est pour sortir un petit peu de ce nihilisme. C'est-à-dire que finalement, en réinventant nos mythes collectifs, nos récits, on va changer nos aspirations, on va changer ce qui nous met en mouvement, on va changer ce qui a du sens, ce qui est absurde et moi, ma conviction, c'est qu'on va du coup, peut-être résoudre en partie ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire sortir de cette époque où aujourd'hui on a, 7 salariés sur 10 qui sont désengagés au travail. D'après Graeber dans Bullshit Job, il y aurait 40 des gens qui déclarent avoir un job qui n'a pas de sens. Mmh. Heu, voilà, donc pour moi, c'est un peu ça finalement, c'est à force de chercher la racine plutôt que d'aller chercher les symptômes, qui m'a amené à cette question des récits. Mmh. Qu'est-ce que c'est Hem alors, justement les nouveaux récits pour toi? Puis c'est quoi la fresque? Ouais, alors
fait, comment est-ce qu'on présente, nous, la fresque des nouveaux récits? On dit que globalement, il y a une grosse intention. Cette grosse intention, c'est de contribuer à faire émerger un futur qui soit à la fois soutenable, donc réencastré dans les frontières planétaires, et en même temps qui soit désirable pour toutes et tous. Donc ça, ce qu'on met derrière ça, c'est globalement essentiellement 2 choses, 2 idées fortes. C'est une, la question de la justice sociale, c'est-à-dire qui permettent à l'ensemble des êtres humains de répondre à leurs besoins fondamentaux, se loger, se nourrir, voilà, enfin vraiment les besoins fondamentaux, pas, on va dire les besoins artificiellement créés. Ouais. Et en même temps la question du lien social, de la qualité des relations sociales parce que, a priori, d'après les sciences humaines et sociales, c'est le facteur le plus universel qui permet de dire si quelqu'un est heureux ou pas, c'est la qualité de ses relations sociales. Donc ça, c'est la grosse intention. Comment est-ce qu'on sert cette intention-là? Le comment, un peu, on essaie de le faire, c'est en augmentant le pouvoir d'agir des pionnières et des pionniers de la transition. En gros, c'est toutes ces personnes qui ont pris conscience que les récits dominants actuels ne font plus l'affaire et qui, du coup, veulent contribuer euh, à ce changement de récit, à ce changement du statu quo. Et donc, concrètement, comment on les empouvoir? C'est qu'on leur permet d'animer une expérience composée de 2 parties. Une première inspirée de la pédagogie fresque, donc je ne sais pas si tes auditeurs connaissent la fresque du climat, mais c'est un outil qui a fait ses preuves en passant en l'espace de 4 ans de à peu près 2 000 personnes qui avaient vécu l'expérience à 1 200 000 et à, on va dire, peut-être une dizaine qui animaient l'atelier à maintenant à peu près 60 000, dans le monde. Mhm. Et donc c'est cette première partie et la deuxième, c'est plutôt donc cette première, c'est vraiment, on va dire, une logique d'intelligence collective avec on repositionne des cartes dans une logique cause-conséquence. La deuxième partie, c'est plutôt de l'utopique fiction. Donc là, on met les participants en groupe de 3-4 pour créer ces fameux nouveaux récits. Et donc les 3 intentions de la partie carte, la première partie, c'est un, faire prendre conscience aux participantes et participants que l'espèce humaine est une espèce fabulatrice. C'est-à-dire qu'elle passe son temps à se raconter des histoires. Moi, pour rendre ça plus concret, ce que j'aime bien donner comme exemple, c'est globalement tous les animaux communiquent. Mais a priori, si on essaye de convaincre un singe qui nous donne sa banane en échange d'un bout de papier, il va refuser. Alors que nous, un être humain, il est capable d'accepter, ça s'appelle l'argent. La deuxième intention, c'est de dire, en fait, certes, on est une espèce fabulatrice, mais aujourd'hui, les histoires qu'on se raconte le plus, les récits dominants, en fait, ils contribuent à activer des verrous à la transition. Donc ça permet en partie de comprendre pourquoi on agit si peu, ou en tout cas pas à la hauteur des enjeux, malgré tout ce qu'on sait, grâce notamment au rapport du GIEC pour le climat et l'IPBES pour la biodiversité. C'est un peu comme si tous les jours, les scientifiques nous disaient il faut aller dans cette direction, sauf que, donc on va dire dans le nord, mais finalement les messages auxquels on était exposés quotidiennement nous disaient non, non, il faut aller au sud. Bah, en gros, par exemple, les scientifiques nous disent on ne peut plus continuer à prendre autant l'avion qu'on ne le fait aujourd'hui. Et sauf qu'on a des publicités dans le métro pour nous dire prenez un vol à 20 euros Ouais. pour aller à l'autre bout. Enfin, voilà. Et la troisième grosse intention, c'est de dire bonne nouvelle, l'être humain n'est pas programmé pour détruire la planète et mettre en place des systèmes sociaux inégalitaires. Les nouveaux récits peuvent véhiculer des idées qui agissent comme des clés sur ces verrous en mettant massivement les gens en mouvement et ainsi contribuer à accélérer la transition. Donc ça, c'est la première partie avec ces 3 intentions. On sait qu'ils ne retiendront pas toutes les cartes, etc. Nous, c'est vraiment ces 3 intentions-là qui nous tiennent le plus à cœur. Et pour la partie création de récit, il y a, on va dire, principalement 3 intentions, mais il y en a plein d'autres et peut-être que si tu veux, on pourra rebondir dessus après. C'est, globalement de donner de la chair à cette citation de Jason Hickel qui pour moi est fondamentale. C'est: «Heureuse coïncidence que ce que nous devons faire pour survivre et ce que nous devrions faire pour être heureux coïncident». C'est vraiment en fait, à travers ces récits, c'est non seulement d'imaginer la destination, mais aussi le chemin qui pourrait nous permettre d'aller à cette destination et de montrer que en fait, là, l'enjeu, c'est pas tellement une grande privation, c'est-à-dire faire moins de ci, moins de ça, mais c'est plutôt d'imaginer collectivement comment on pourrait juste on manque tous de temps, et ben, c'est d'occuper différemment ce temps pour être à la fois plus heureux et en même temps ne pas mettre en danger l'habitabilité de la Terre, donc si la branche sur laquelle le vivant est assis et l'humanité aussi. Puisque l'humanité fait partie du vivant. Et la deuxième intention, c'est aussi finalement de contribuer à un changement de regard sur le fait qu'on a tous du pouvoir d'agir. C'est-à-dire que nous, ça nous tient à cœur que les participantes et participants soient au cœur de leur nouveau récit. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas tout faire tout seuls, ils ne vont pas faire ce changement de statu quo tout seuls, mais ils vont être un peu cette étincelle qui va embraser un plus grand feu dans un grand groupe social. Et la troisième intention, un peu cachée, entre guillemets, mais qui me tient à cœur aussi, c'est d'essayer de faire vivre les participants en miniature ce qu'on va faire dans la vraie vie. C'est-à-dire que dans la vraie vie, on a l'impression que c'est impossible parce qu'il y a trop d'enjeux, c'est trop entremêlé. En plus Mhm. de ça, on nous dit qu'il y a une urgence de temps, donc on a l'impression qu'on a une pression temporelle énorme.
Et ben dans la fresque, c'est un peu pareil dans la partie création de récit. C'est-à-dire qu'on a l'impression de créer un récit avec des gens qu'on connaît à peine, c'est impossible. En plus de ça, on a une pression temporelle parce que ben, nous, on fait déjà prendre 3 heures du temps des gens, c'est déjà énorme. Donc on n'a pas tout notre temps pour créer le récit. Et c'est de dire, ben, en fait, grâce au collectif, vous pouvez y arriver. Parce qu'en fait, systématiquement, dans nos ateliers, les gens arrivent à créer ce récit. Et ben dans la vraie vie, c'est voilà, c'est de dire, ben, regardez, grâce au collectif, on peut réussir à faire de grandes choses aussi dans la vraie vie face à ces enjeux. Voilà en quelques mots, même si j'étais un peu plus long que je viens Non, de mais développer. c'est parfait que tu nous transportes là-dedans, justement. Et puis, est-ce que tu pourrais aller développer le point que, justement, dans tout ce qui est partagé aujourd'hui, on est beaucoup dans de la dystopie, même dans les films qui nous sont partagés. Et comment est-ce que la fresque va se distinguer de ça en nous ramenant dans une utopie, mais une utopie, parce qu'on est souvent qualifié d'utopiste, hein, mais une utopie qui serait réaliste. Quel cadre est posé pour permettre d'amener dans une utopie qui va être comme accessible, finalement? Alors peut-être, moi, c'est vrai que ce concept d'utopie est vraiment au cœur de la fresque. Euh, Moi, finalement, quand on a développé autour de ce concept-là, on se réfère à quoi? On se réfère plutôt à Thomas More. C'est-à-dire que Thomas More, qui a écrit de mémoire Utopia au XVIe siècle, donc Utopia, c'est quoi? C'est un livre dans lequel on aurait un explorateur qui arriverait sur une île imaginaire, c'est pour ça Utopos, c'est qui n'a pas de lieu, une île qui n'a pas de lieu, hein. Euh, et en fait, il découvrirait une société qui fonctionnerait sous la forme de la démocratie. Si Thomas More écrit ce livre à l'époque, c'est pas parce qu'en fait son présent était insupportable et qu'il voulait imaginer comme un espèce d'échappatoire. Non, c'est qu'il voulait faire advenir la démocratie dans une monarchie de droit divin. Et donc nous, c'est vraiment ça. Nous, c'est le pouvoir des utopies pour contribuer à changer le statu quo. Donc c'est vraiment déjà ça notre ancrage. Et du coup, pour aller encore plus loin sur ça, donc, nous, ça nous tient à cœur de même un jour, peut-être qu'on dira, on qualifiera notre communauté d'utopiste. Mais en disant, nous, en fait, on veut s'opposer au sens actuel qu'il a pris aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour la plupart des gens, utopie égale irréaliste. Et pour moi, c'est très, très symptomatique du moment historique dans lequel on est actuellement, où, comme le dit Graeber dans Une autre histoire de l'humanité, il dit globalement, l'exception, c'est aujourd'hui. C'est-à-dire que l'histoire de l'humanité, elle s'est caractérisée par une ingéniosité en termes d'organisation sociétale. Alors qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on ne peut plus faire autrement. C'est le There is no alternative de Thatcher. On a l'impression qu'on n'a plus le choix, on est arrivé à la fin de l'histoire, etc. Et donc, nous, voilà, frontalement, on veut s'opposer finalement à ce sens qu'a pris ce mot-là. Si je veux faire un parallèle, c'est un peu comme les personnes qui, dans le champ de l'économie, vont sur le terrain de la décroissance. À dessein, ils prennent décroissance pour s'opposer au mot croissance. C'est vraiment pour transformer le réel, parce que là, en fait, on ne peut même pas négocier avec le mot décroissance. Enfin, c'est pas possible de dire de la décroissance durable, de la décroissance. Enfin, c'est vraiment. Enfin, on peut pas, à la différence du développement durable qui a pu être un petit peu finalement approprié par le paradigme dominant. Là, la décroissance, on ne peut pas. Bah, nous, c'est un besoin. Nous, en fait, volontairement, plutôt que de créer un autre mot, on veut aller sur ce terrain-là parce qu'on pense que finalement, si on arrive à lever cette croyance limitante qu'en fait, on pourrait faire autrement, que faire autrement, c'est pas être irréaliste, c'est juste une nécessité aujourd'hui. Et donc, pour alimenter ça, donc quelque chose qu'on partage dans les ateliers, c'est un ratio qui s'appelle le ratio de l'Osada. Et donc, ce ratio-là que j'avais découvert dans un livre de Martin Seligman, un des ponts de la psychologie positive aux États-Unis, en fait, ce ratio-là, il permet de savoir comment ça va dans un couple ou une organisation. Donc, c'est le ratio parole critique sur parole positive. C'est l'idée que dans un couple ou une organisation, si on passe son temps à se balancer des paroles critiques, c'est qu'a priori, il y a de l'eau dans le gaz, ça va pas très bien, et donc potentiellement, voilà, ça présage rien de bon. Euh, et donc, ça fait office de thermomètre, mais aussi de levier d'action. C'est-à-dire que si j'en prends conscience, je peux consciemment peut-être ne pas prononcer toutes mes paroles négatives. Mhm. Et ben moi, j'ai fait une analogie avec le ratio utopie sur dystopie dans une société. C'est-à-dire que là, actuellement, je suis en master de psychologie sociale. L'année dernière, j'ai notamment écrit un mémoire sur la question de l'éco-anxiété dans le contexte de l'organisation. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'en fait, notre santé mentale dépendait en partie de ce qu'on y faisait rentrer. Et donc, finalement, pour moi, si on est dans des sociétés qui s'exposent plus à des futurs non désirables, donc nous, ça c'est notre définition de dystopie, qu'à des futurs désirables, donc ça c'est notre définition de l'utopie, c'est un futur désirable, indépendamment de s'il est réaliste ou pas. Après ça, c'est à nous de créer les conditions pour qu'il le soit plus ou moins. Et ben, nous, globalement, si on est dans une société où il y a plus de dystopie que d'utopie, ça veut dire que, un, en termes de santé mentale, c'est compliqué, mais deuxièmement, levier d'action, c'est-à-dire qu'on a tendance à aller là où on regarde, un peu comme un vélo, en surf, etc.
Donc, si Ouais. on passe son temps à regarder vers des futurs pas désirables, il y a un côté un peu prophétie autoréalisatrice. Et donc, nous, quelque part, c'est aussi pour ça qu'on veut diffuser les meilleurs des nouveaux récits créés dans les ateliers, dans l'espace public, pour non seulement impacter les participants des participants, à peu près 10 000 aujourd'hui, à beaucoup plus largement dans l'espace public via la diffusion des récits, dans des podcasts, sur les réseaux sociaux, etc. Là, il y a pas vraiment de limite créative au format de diffusion de ces nouveaux récits. Oui, donc c'est vraiment, c'est finalement un rapport à ce terme-là, à ce que ça signifie, même pour les gens, le concept d'utopie que vous voulez transformer parmi les intentions qu'il y a. Un peu plus tôt, tu parlais à quel point cet atelier-là va ramener dans comment est-ce que collectivement on est en capacité de transformer les récits, de passer à l'action. Euh, donc l'intelligence collective, elle est vraiment au cœur de cette approche-là. Est-ce que tu peux partager peut-être un peu plus ta perspective sur comment est-ce que l'intelligence collective va jouer un rôle dans cette démarche, puis comment est-ce qu'elle peut un peu contaminer d'autres facettes de notre vie finalement, dans le travail, dans nos familles? Comment ça peut nous amener dans une économie peut-être plus collaborative aussi? Alors, peut-être plusieurs choses. Là, moi, je reviens d'un séminaire avec certaines des personnes les plus engagées dans le développement de la fresque du climat et j'ai eu quelques échanges. C'est toujours hyper riche les échanges que je peux avoir avec les personnes parmi les plus engagées parce que quelque part, ces personnes-là, souvent, c'est des personnes qui se sont complètement alignées sur ces enjeux, donc qui passent énormément de temps sur ces enjeux. Et donc, un de ces échanges, c'était avec quelqu'un qui a pas mal creusé la question de la sociocratie. Et en fait, grâce à lui, je me suis rendu compte qu'en fait, dans la sociocratie, il y a un certain nombre d'outils, mais que la richesse finalement de ces outils, c'est pas tant pour ce qu'ils sont en soi, que par l'effet qu'ils produisent sur nous quand on les utilise. Je crois que Mhm. c'était Socrate ou Aristote, je ne sais plus, qui dit qu'on est ce qu'on fait de façon répétée. Et donc, si de façon répétée, on utilise ces outils, ben en fait, ça va avoir quoi pour effet? Ça va avoir pour effet de transformer notre culture. Et là, en fait, pour faire face aux enjeux, ce qu'il faut, c'est qu'on transforme notre culture. Et donc, plus on va se servir de ces outils, donc ça peut être par exemple un atelier fresque de nos récits, ça peut être par exemple dans le cadre d'une prise de décision, si c'est adapté, s'il y a eu tout le processus mis en place, une gestion par consentement, etc., etc. Enfin, en fait, c'est plus on va se servir de ces outils à bon escient, plus on va se transformer. Donc, pour moi, c'est vraiment de voir, c'est non pas comme une fin en soi, mais comme un moyen de transformation. Et donc, plus on va se servir de ces outils, plus on va se transformer. Parce que forcément, que si je me sers une fois d'un outil et qu'à côté de ça, je continue à utiliser majoritairement des outils qui perpétuent au statu quo en termes de culture, ben, on voit bien que du coup, ça ne va pas beaucoup changer en fait. Mhm. Oui, ok. Donc, oui, tu le vois finalement pas comme une fin, mais comme un moyen sur le chemin d'arriver à amener une transformation, mais une transformation qui est finalement graduelle. Donc, on est un peu dans les petits pas. Donc, chaque petit pas, chaque action répétée qu'on va faire va aller transformer progressivement la culture. C'était ça, par rapport à l'outil, mais quand même, moi, ce qui me tient toujours à cœur, et c'est un peu l'objectif de la phrase de nos récits, pour moi, il faut toujours réussir à tenir les deux. C'est-à-dire, j'ai envie de dire, la radicalité au sens de racine de la destination. C'est-à-dire, il faut avoir toujours en tête une destination qui soit à la hauteur des enjeux, mais un plus petit pas qui soit accessible. Parce que si le premier pas n'est pas accessible, de toute façon, on ne se mettra jamais en mouvement. Et pour moi, c'est important de concilier les deux. Et c'est pour ça que typiquement, la fresque de nos récits est un outil de transformation culturelle, donc un peu, on va dire, un petit pas, mais qu'il a la force finalement de permettre déjà de nous préparer mentalement. En fait, je dirais en coaching, de nous faire prendre conscience de l'état désiré, c'est-à-dire ce vers quoi on doit se mettre en tension pour progressivement aller vers cet état désiré. Oui, oui, oui. Oui, donc il y a cette vision, cette perspective, cette intention qui est plus grande qui est là, mais il y a celle dans l'instant qui nous permet d'agir puis de pas figer en fait devant l'ampleur de ce qui a à transformer. Je dirais, et là, ce que tu me dis effectivement me fait penser à une chose, c'est nous vraiment ce qu'on veut cultiver chez les personnes, et c'est ça ce qu'on appelle un récit, un nouveau récit impactant au sens de la phrase de nouveau récit, c'est est-ce que c'est un récit qui cultive chez ceux qui le créent et chez ceux qui l'écoutent un optimisme actif. C'est-à-dire que nous, on a une typologie, le pessimiste passif, le pessimiste actif, l'optimiste, etc. Et nous, en fait, on pense que l'attitude, donc l'attitude, c'est un concept en psychologie sociale, celle qui est la plus féconde, c'est-à-dire celle qui contribue le plus à la transformation du système, parce qu'en fait, on est tous le système, et ben c'est celle qui contribue à cultiver un optimisme actif, parce qu'en fait, plus je suis optimiste, plus je suis actif,
plus je suis actif, plus je suis optimiste. Il y a une sorte de boucle de rétroaction positive qui se met en place. Et donc, nous, en fait, par rapport à ça, moi, si je peux témoigner, j'ai été marqué par une expérience que j'ai vécue, je ne sais plus si c'est en 2019 ou en 2020. C'était une session juste 4 heures du travail qui relie. Et donc il y a 3 séquences dans le travail qui relie. On nous fait vivre différentes expériences. Le premier, c'est s'ancrer dans la gratitude. Gratitude pour le monde, le fait que la vie est un miracle, et cetera. Honorer ses souffrances pour le monde, donc c'est aussi pour nous relier finalement, parce que dans le quotidien, on fait tout pour pas s'y exposer. Donc là, en fait, on nous relie à la gravité de ce qui est en train de se passer. Ensuite, c'est changer de regard et pour finir, c'est aller de l'avant. Et dans la séquence changer de regard, on nous avait fait finalement fermer les yeux et on nous avait dit, bon, c'était pas comme ça, mais c'était progressif, mais imaginez que vous êtes en 2050 et qu'on l'a fait. Et que là, vous devez le raconter à une petite fille. Vous devez lui raconter comment on a fait pour faire cette transition. Et moi, je suis sorti de cette expérience finalement avec l'intime conviction que c'était possible. Et donc, moi, c'est aussi ça que j'ai envie de cultiver chez les personnes, c'est que finalement, en créant leur nouveau récit, c'est qu'ils en sortent en se disant, mais en fait, c'est possible. Ouais. Parce que ce que je sais, c'est que si les gens sont dans une situation, par exemple, dans une fresque du climat, si elle n'est pas bien animée, ou dans d'autres ateliers, ils en sortent en se disant, c'est foutu et je suis impuissant. Ça, c'est les ingrédients de la dépression. Et comme on n'est pas fait pour être en dépression, si on a les bons mécanismes de défense qui se mettent en place, par exemple le déni, et ben du coup, on va se protéger psychologiquement. Et en fait, sauf que nous, dans notre sujet, il ne faut pas que les gens optent pour le déni, parce que s'ils optent pour le déni, en fait, on ne change plus rien. Mais Ouais. donc, du coup, c'est vraiment plutôt d'opter pour cet optimisme actif qui, à la fois, contribue à changer le statu quo, mais en même temps, contribue à préserver la santé mentale des gens. Parce que c'est ça qu'il faut concilier. C'est prendre soin des personnes et en même temps avoir de l'impact pour contribuer à changer le statu quo. Hmm. Mais c'est intéressant ce que tu dis. Donc, dans cette démarche-là, dans cette expérience, il y a cette capacité par la personne qui anime de permettre aux gens de s'imprégner et de s'imprégner aussi des émotions que peut leur faire vivre le fait de construire ce nouveau récit. Et donc, justement, au-delà de ce que ça peut faire intellectuellement, tu sais, on écrit une histoire, un nouveau récit, ça peut changer quelque chose, mais il y a quelque chose beaucoup en lien avec le ressenti de ce que j'entends que tu partages. Donc, si on est en mesure de faire ressentir quelque chose, on est en mesure d'amener la personne à y croire, à s'en imprégner et donc à aller peut-être semer une graine dans son imaginaire, dans sa vision du monde, dans son rapport au monde. C'est très intéressant ce que tu dis, justement, la différence que ça peut aussi avoir entre une personne qui va passer à l'action puis une personne qui va justement être dans le déni et, euh, et figée, comme je le disais tout à l'heure. Et un peu plus tôt, justement, tu as parlé que, alors c'était une citation que tu as donnée justement, que ce qu'on doit faire est très relié à ce qui nous rend heureux. Et justement, comment l'imaginaire, le bonheur et l'action durable sont reliés. Quand on y pense à l'intérieur de soi, quel lien tu ferais, toi? Bah, moi, le lien qui me vient le plus spontané, c'est que là, dans nos sociétés, en particulier en Occident, justement, le grand récit dominant, qui date en particulier depuis la Seconde Guerre mondiale, qui a été véhiculé via la soft power américaine, c'est vraiment un matérialisme. C'est-à-dire, c'est cette idée que plus on accumule, plus on va être heureux. Je pense qu'un peu dans tous les différents pays, on peut avoir des exemples. Nous, en France, on a un exemple, c'est un publicitaire qui avait dit il y a quelques années, en parlant d'un ancien président de la République, que voilà, il avait raison d'être fier d'avoir une Rolex parce qu'en fait, aujourd'hui, si on n'a pas de Rolex à 50 ans, on a raté sa vie. Et donc, il y a vraiment, voilà, je pense que quand on regarde, bon, je pourrais donner d'autres exemples, mais que c'est quelque chose d'assez massif. Donc, bien sûr, il y a eu des contre-courants un peu à toutes les époques, hein. On peut penser à mai 68, enfin plein de. Mais globalement, ça reste dominant. Et le problème de ce modèle de poursuite du bonheur, pour moi, il est double. C'est-à-dire que à la fois, il a contribué à cette grande accélération, c'est-à-dire à augmenter la pression qu'on exerce sur les frontières planétaires. C'est-à-dire que globalement, on dit beaucoup qu'on a finalement franchi ces frontières planétaires les unes après les autres parce qu'on est passé de 1 milliard de terriens à 8 milliards en 150 ans. Sauf qu'on dit moins souvent qu'on l'a surtout fait parce qu'après la Seconde Guerre mondiale, on est rentré dans une grande accélération où la pression exercée par être humain sur les frontières a fait entre x300 et x400. C'est une moyenne. Bien Mm. sûr que les plus pauvres ont fait une pression bien moindre que les plus riches. L'exemple que je donne souvent, c'est il y a 150 ans, les plus riches, ils avaient plusieurs maisons. Maintenant, non seulement ils ont plusieurs maisons, mais en plus de ça, ils prennent l'avion très souvent, potentiellement. Et en plus de ça, il y en a certains qui partent même dans l'espace. Donc, quand on fait l'analyse de cycle de vie d'un voyage spatial, on voit que là, la pression exercée, c'est pas fois 300, fois 400, mais c'est fois des centaines de milliers. Et du coup, donc j'ai envie de dire à la fois sur la planète, sur notre maison commune, ça pose souci, mais aussi sur notre bien-être. Parce que ce qu'on constate, c'est que finalement, pour permettre
euh, que ce récit prenne vie, ce qu'il a fallu, c'est développer un modèle de développement qui soit basé là-dessus. Et le problème, c'est que bah, ça s'est fait au détriment des relations sociales. Parce que pour finalement, par exemple, augmenter le PIB, qui était une manière qui est la boussole qui permettait de savoir, OK, j'ai plus de PIB, ça veut dire que j'ai plus de matière, donc ça veut dire que j'ai plus de gens heureux au sens de ce paradigme-là. Et le problème, c'est que quand on transforme des relations non marchandes, des relations d'entraide, don contre don, par exemple, je vais garder les enfants de mon voisin et à un autre moment, quand voilà, l'occasion va se présenter, il va garder les miens. Et ben en échange, en fait, je vais payer une babysitter. Et donc là, on voit qu'on a remplacé un lien par une relation marchande. Et donc, en fait, on a coupé du lien. Et donc, bah, ça, c'est quelque chose qui m'a passionné, en particulier avec un ouvrage qui s'appelle La grande transformation de Karl Polanyi, et qui permettait de comprendre en partie comment, dans les années 30, il y a eu la montée de ces régimes totalitaires qui ont finalement en partie basé sur un modèle économique qui, justement, avait eu pour caractéristique double. La première, c'était de marchandiser de plus en plus de relations, donc d'isoler les gens, et en même temps, une espèce d'économie qui devenait toute puissante, incontrôlable. Et donc, pour moi, aujourd'hui, on est vraiment dans une époque où on retrouve les deux caractéristiques. Et donc, c'est pour ça que finalement, en changeant de récit, en disant, mais finalement, peut-être que notre boussole commune à l'humanité, ça ne devrait pas être ça, mais ça devrait être plutôt peut-être la qualité de nos relations sociales. Bah, en changeant de boussole, finalement, on ferait baisser la pression sur les frontières planétaires et en même temps, on ferait augmenter le niveau de bien-être. Parce qu'aujourd'hui, en France, un Français sur 5 fera une dépression dans sa vie. Aujourd'hui, en France, 2,5 millions de Français font un burn-out, ce qui est notamment lié à ce modèle dominant, puisque plus je dois produire de matière, plus ça veut dire qu'il faut que je travaille, plus ça veut dire que, etc. Donc, voilà un peu ce que m'évoque cette question. Hmm. Ouais, cette quête infinie finalement du bonheur, mais qui est dans le matérialisme et qui finalement, cette consommation qu'on nous a amené aussi, dans laquelle on nous a amené à créer des besoins qui finalement nous relient notre identité à ce qu'on consomme, à ce qu'on fait, à ce qu'on produit, à comment on croit. Et effectivement, donc, dans le fond, c'est que le fait de revenir à ça, à ces nouveaux récits, ça nous remet en lien aussi d'une certaine manière, puis que quand on est en lien, on est en capacité d'être en action, puis dans des actions durables, dans des actions collectives. C'est un peu ce que j'entends aussi de ce que tu partages, c'est ce lien qu'on recrée aussi qui est fondamental dans euh, comment nos sociétés vont évoluer, puis comment nos actions vont être dirigées vers quelque chose, vers un bonheur qui est plus durable, un bonheur qui est plus intrinsèque et non extrinsèque. Donc, c'est ce que j'entends de ce que tu dis. C'est c'est- c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que, enfin, moi, là, j'ai deux choses qui me viennent en tête quand tu exposes ça, quand tu vas plus loin. C'est le directeur innovation de General Motors qui, dans les années 30, disait pour qu'une société de consommation soit prospère, il faut en permanence créer de l'insatisfaction. Donc ça, on Mm. voit, paf, bien-être, c'est compliqué d'être épanoui si en permanence, on me fait sentir que je suis incomplet, qu'il y a un truc qui me manque. Et deuxième axe, c'est l'action de l'impuissance. C'est Noam Chomsky qui dit la propagande, c'est de faire croire aux gens qui sont impuissants et isolés. Et je Mm. pense que précisément, tu l'as dit, c'est que ces nouveaux récits, l'objectif, c'est pas pour rien qu'on les met en sous-groupe. C'est pas pour rien qu'on leur dit, vous n'allez pas tout faire tout seul, vous allez être l'étincelle. Vous allez le faire par un petit groupe de 3-4, mais vous ferez. En fait, on n'est pas sur des super-héros qui feraient tout seul. Donc, on est vraiment de nouveau sur cette question du lien. On est puissant parce qu'on est en lien. Mm. On est puissant parce qu'on est en lien. Mm. C'est beau, c'est beau. Et est-ce que justement, si on s'en va plus dans le concret, est-ce que tu as pu être témoin de justement, suite à un récit qui aurait été créé au travers la fraise des nouveaux récits, à quelque chose qui se serait mis en place concrètement après cette expérience-là? Alors, j'ai des petits, par rapport à cette question, c'est aussi une question qui revient par exemple pour la fresque du climat. Ce qu'il faut voir, c'est que globalement, c'est un peu comme si on avait différents niveaux d'impact, ou en tout cas d'ambition d'impact. On a un premier niveau, c'est sur les participants des participants. Enfin, nous, même la fresque des nouveaux récits, c'est même du coup le grand public, puisque on veut diffuser ces récits au-delà de nos participants des participants. Donc ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est les participants des participants. Et le troisième niveau, j'ai envie de dire, c'est les personnes qui animent. Parce que plus elles animent, plus elles se transforment, et en même temps, elles rentrent dans une communauté. Et donc, par rapport à ça, ce que je peux dire en termes d'effets concrets, j'ai plusieurs petits exemples. Un qui m'avait marqué, donc c'était une personne qui, en sortant de l'atelier, donc c'était au Pays Basque, elle avait mis une annonce, donc elle avait publié le récit et elle avait tagué une collectivité en disant, bah,
hop, est-ce que ça vous dirait que? C'est-à-dire qu'en fait, elle avait tagué potentiellement une partie prenante du récit en disant, mais en fait, peut-être que ça pourrait prendre vie dans la vraie vie. Donc là où j'ai pas cherché si ça avait effectivement pris vie, mais déjà le fait qu'elle prenne l'initiative sur les réseaux sociaux, un réseau social comme LinkedIn, d'aller, j'avais trouvé ça du coup intéressant. Et puis après, les plus évidents, parce que c'est ceux auprès de qui je suis le plus en contact, c'est les animes. C'est-à-dire que, ben, que ce soit pour la fresque du climat ou la fresque des nouveaux récits, on a un certain nombre de personnes qui, à force d'animer, à un moment donné, veulent plus se réaligner et donc potentiellement font aussi des réorientations professionnelles pour pouvoir contribuer à temps plein sur ces enjeux. Et puis, là, on est au début, mais nous, on a 2 parties d'eux. En fait, on a plus potentiellement, c'est ça qui est chouette avec les nouveaux récits, c'est qu'on peut imaginer plein de manières de les créer. Et donc aujourd'hui, on en a 2 qui sont les plus joués. C'est la Fabrique des utopies réalistes, qui est centrée sur vraiment le changement de normes sociales. Parce que moi, j'ai l'habitude de dire que l'objectif, c'est pas d'avoir moins de désirs, mais c'est de réorienter ces désirs dans les frontières planétaires. Mhm. En fait, c'est de rendre nos désirs solvables. C'est moins beau, mais bon, c'est la réalité. Hem Et le deuxième, la 2e, c'est les entreprises du monde d'après. Et là, l'enjeu, c'est quoi? C'est de contribuer à un changement de paradigme, du paradigme de l'entreprise profitable. En gros, c'est le paradigme de Milton Friedman qui, dans les années 70, tout ce qui compte pour l'entreprise, c'est qu'elle fasse du profit. Parce qu'à partir du moment où elle fait du profit, ça crée des emplois et c'est tout. Et on voit que ce paradigme-là, il a contribué à la grande accélération. Et donc l'idée, c'est qu'il faut passer de ce paradigme au paradigme de l'entreprise contributive ou régénérative. En France, on a les 2 termes qui existent. Mais globalement, l'idée, c'est de se dire, il faut que mon entreprise, elle ait une raison d'être qui soit la contribution à la résolution des enjeux écologiques et ou sociaux. Et donc d'avoir des modèles d'affaires au service de cette raison d'être, de cette résolution. Et donc, bah, c'est du coup, le nouveau récit, ça consiste soit à transformer une entreprise de l'intérieur pour la faire passer d'une entreprise profitable à une entreprise contributive, soit d'aller créer ex nihilo une entreprise contributive. Donc, avec d'office, dès l'origine, une raison d'être et un modèle d'affaires aligné sur ces enjeux de notre époque. Et Oui, donc là, bah, on en est encore au début. Enfin, je veux dire, on a commencé à la faire en entreprise. Mais moi, j'avoue que c'est pareil aussi pour mes fresques du climat. Pour l'instant, c'est quelque chose qui revient beaucoup, c'est, bah, ce serait nécessaire d'aller encore plus regarder l'impact, d'aller revoir les gens, enfin voilà. À ce niveau-là, c'est vrai que comme on a pas mal de sollicitations, c'est toujours un peu difficile de prendre le temps de se poser et évaluer, l'impact de ce qu'on a fait jusqu'à présent. oui, mais je pense que déjà là, ce que tu nous partages, c'est un très bel impact et puis ça ramène quelque chose de significatif. C'est qu'il y a comme cet effet-là de contamination. Donc, tu sais, tu en parlais tantôt, plus on répète quelque chose et plus finalement on en vient à l'amener dans notre culture. Et même ce que tu partageais sur la personne qui a publié son récit, puis qui a amené ce récit-là dans le réel. Donc, juste de le transposer dans le réel, c'est un impact en soi parce qu'on le sort de notre tête, de notre mental pour l'amener dans la réalité. Et dans les entreprises, c'est sûr qu'il y a beaucoup de résonance avec moi puisque je suis vraiment dans cette sphère-là aussi. Comment est-ce qu'on peut créer des nouvelles façons d'entreprendre? Et finalement, ce qu'on voit, c'est que cette fresque-là peut s'appliquer à différentes sphères de nos vies, dans nos entreprises, dans notre vie de tous les jours, mais aussi dans nos entreprises, dans nos initiatives en communauté, peu importe, c'est comme un outil qu'on peut amener un petit peu partout. Là, on a le goût de faire autrement, d'amener une autre façon où ce n'est plus le produire, le profit, la croissance qui est là à tout prix, mais l'humain, la contribution, la collaboration et finalement l'action collective, l'action durable. Fait que je trouve que ça amène beaucoup plus d'impact que ce que tu penses, ce que tu sembles croire. Et alors, tout à l'heure, tu as parlé justement que tu as fait un mémoire sur l'éco-anxiété. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu justement quelques bribes de ce qui est ressorti, puis comment est-ce qu'on passe, comme je le formulais dans ma question, c'est de l'éco-anxiété à l'éco-espoir, de la peur au désir d'être en action, ou justement dans une société, en fait, on est constamment déclenché, enclenché par des signaux alarmistes, par toutes sortes d'affaires. Comment est-ce qu'on passe de l'éco-anxiété à l'éco-espoir? Qu'est-ce qui ressort de ton analyse à toi? Alors, je vais répondre en 2 temps. Déjà, le premier temps, c'est de dire, en fait, c'était quoi l'intention que je poursuivais avec ce mémoire? Moi, l'intention, c'était la suivante, c'est-à-dire que, c'est un peu un impact, systémique. C'était de dire quoi? C'était que globalement,
plus on est exposé à ces enjeux, on va dire, de menaces de l'habitabilité de la Terre, plus on a potentiellement un niveau d'éco-anxiété élevé. Toute chose égale par ailleurs. Par contre, plus on a un niveau de cohérence au regard de ces enjeux qui est élevé, plus ce niveau d'éco-anxiété va diminuer. Et donc l'idée, c'était quoi? C'était de dire, du coup, si j'ai une entreprise qui a une raison d'être alignée sur ces enjeux, avec des modèles d'affaires associés alignés sur ces enjeux, ça veut dire que mes salariés, peu importe leur niveau d'exposition à ces enjeux, ben en fait, ils vont avoir un niveau d'éco-anxiété plus bas parce qu'ils seront plus cohérents, plus congruents, on dit même, que s'ils étaient dans une entreprise qui n'était pas alignée sur ces enjeux. Et pourquoi moi l'enjeu là, il est systémique, c'est que si on montre ça, ça veut dire qu'en fait, on peut dire, en fait, tous les dirigeants, vous avez vraiment une responsabilité à aligner votre raison d'être et vos business models sur ces enjeux. Parce que comme vous êtes responsable de la santé mentale et physique de vos salariés, et ben finalement, si vous le faites, vous aurez un niveau d'engagement qui sera bien supérieur, un niveau de bien-être qui sera bien supérieur, etc., etc. Donc, en fait, en disant ça, je réponds déjà un petit peu à ta question. Mais globalement, moi, ce que j'ai retenu un petit peu sur la question de l'éco-anxiété, donc l'éco-anxiété, c'est pas une maladie, c'est un mal-être, c'est-à-dire sur le continuum bien-être, mal-être, maladie psychiatrique, l'éco-anxiété, c'est mal-être, c'est au niveau intermédiaire. Par Oui. contre, si on reste trop longtemps avec un niveau élevé d'éco-anxiété, là, ça peut se transformer en dépression ou en anxiété généralisée, et là, c'est une maladie psychiatrique. Et pour finalement faire diminuer ce niveau de mal-être, parce que l'éco-anxiété, c'est pas binaire, c'est pas soit je suis éco-anxieux, soit je le suis pas, c'est un continuum, on l'est plus ou moins. Et en fait, pour, on va dire, avoir un niveau relativement bas, parce que le problème, c'est que si on a un niveau trop élevé, c'est là où même ça devient dysfonctionnel. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à dormir, on Oui. n'arrive plus à interagir socialement. Parce qu'en fait, on se dit, mais les gens, c'est complètement absurde. Là, je me balade dans cette rue en ville et j'ai l'impression que les gens font comme si tout ça, enfin, ça n'existait pas. Ils consomment comme pas possible, etc., etc. On n'arrive plus à se concentrer, etc. Et donc, pour venir à un niveau qui soit fonctionnel, eh ben, il y a plusieurs choses. Il y a l'action individuelle, il y a l'action collective, il y a le fait, moi je dis, c'est l'exposition sélective. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on a compris la gravité de ce qui se passait, ça vaut peut-être plus la peine d'aller lire toutes les mauvaises nouvelles. C'est-à-dire que là, la question, c'est plutôt, maintenant, en fait, la peur a déjà joué son effet, c'est-à-dire qu'elle m'a activé. Maintenant, ce qu'il faut, c'est augmenter mon pouvoir d'agir. Et donc, c'est de sélectionner finalement ce à quoi on s'expose. Moi, je sais qu'à titre personnel, j'ai revu la manière dont je m'informe. Hem et 4e point, c'est le niveau, enfin la possibilité de se relier à d'autres personnes sur ce sujet. C'est-à-dire que quelque chose qui aggrave le niveau d'éco-anxiété, c'est quand c'est tabou. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression que je peux en parler à personne. Mmh. Et le 5e élément, de mémoire, c'est le niveau de congruence. Donc c'est en lien avec la mémoire. C'est plus je suis aligné dans ma vie en général sur ces enjeux-là, plus en fait, j'ai un niveau bas parce que en fait, sur ces enjeux-là, personne n'est tout puissant. Il y a aucun être humain sur terre qui peut tout faire. Et donc mais à partir du moment où moi, on va dire organisme, dans cet énorme organisme vivant qu'est l'humanité, si moi, je fais le max de ce que je peux faire, en fait, c'est OK. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que potentiellement, ça peut même être une bonne nouvelle de s'exposer à ces enjeux parce que potentiellement, dans des sociétés qui font tout pour nous faire oublier qu'on va mourir un jour, eh ben, en fait, ça peut nous faire rentrer dans une crise existentielle. Mais si on adopte les thérapies, les approches existentielles, ce qu'on nous dit, c'est notamment Irving Yalom qui dit: «La réalité physique de la mort nous détruit, mais l'idée de la mort nous sauve». Nous sauve de quoi? D'une vie vide de sens. C'est-à-dire que moi, la conviction, c'est qu'on est capable de passer autant de temps dans nos vies à des choses absurdes, parce qu'en fait, on a évacué le fait qu'on allait mourir un jour. Et donc là, en fait, la bonne nouvelle, c'est que la gravité de ces enjeux-là nous mettent face au fait qu'on va mourir un jour, et donc potentiellement, nous font remettre en question un certain nombre de choses dans nos vies. Et donc, à la fin, c'est pour ça que je dis qu'on peut passer d'éco-anxieux à éco-heureux, c'est que si on fait ce chemin, on traverse la vallée de la mort, donc vraiment le moment le plus badant de ce chemin, et ben, en fait, on peut être dans une vie beaucoup plus savoureuse qu'au début, parce qu'au début, en fait, on est passé d'une vie par défaut à une vie finalement qui nous ressemble et qui est beaucoup plus alignée avec nos valeurs et un peu avec notre singularité. Donc voilà un peu ce que je pouvais dire un peu succinct. Mais non, non, mais succinct, mais en même temps, il y a beaucoup d'éléments que je pense qui vont être intéressants à retenir pour ceux qui vont nous écouter et à voir comment est-ce qu'ils peuvent justement aller cultiver chacun de ces éléments-là dans leur vie. Et
Alors là, je m'en viens un peu à la clôture de ce moment-là qu'on a ensemble, puis ce que j'avais envie d'amener comme un prolongement finalement de ce dont on a parlé, c'est de savoir c'est quoi finalement toi, ton rêve, ton utopie à toi, comment tu ressens le monde d'aujourd'hui, celui de demain, comment tu le vois se transformer, puis quel récit t'aimerais voir prédominer dans la société. Veux-tu nous raconter, toi, ton récit à toi? Hmm. Alors, moi, vraiment, sur cette question-là, en tout cas, ce que je précise toujours, c'est que je ne partage pas ma prédiction. C'est-à-dire que pour moi, ce qui est hyper important, c'est de toujours garder à l'esprit que le futur, il est toujours ouvert. Et que toutes les personnes qui essaient de nous faire croire que le futur, il est déjà écrit, eh bien, en fait, ils sont en train de nous priver de notre futur et ils sont en train de créer une prophétie autorisatrice qui, du coup, peut être gravement préjudiciable. Donc là, moi, je peux juste partager finalement mon désir, mon souhait, mais Mhm. qui ne sera pas basé sur finalement une analyse extrêmement approfondie. Moi, c'est juste, je me dis si, par exemple, un certain nombre, parce que nous, à la Fraise des Nouveaux Récits, c'est pour ça que c'est X et S, c'est pas au singulier nouveau récit. L'idée, c'est qu'on veut garder une multiplicité, justement peut-être pour se réaligner avec ce que dit Graeber, c'est-à-dire avec cette essence d'Homo sapiens, qui est qu'il se caractérise par cette créativité organisationnelle, c'est-à-dire qu'on veut garder cette créativité organisationnelle, mais on veut juste que, en fait, comme on partage tous la même maison, la maison commune, une maison commune, on ne peut pas se dire, en fait, ce que fait mon voisin, c'est pas grave, j'ai pas à m'en préoccuper. Nous, ce qu'on dit, c'est que vous pouvez créer tous vos récits, tous vos futurs désirables, mais c'est à la condition qu'ils répondent allez, on va dire à 3 critères. Le premier, c'est est-ce que finalement, ça ne nous conduit pas collectivement assis à la branche sur laquelle le vivant est assis. 2, est-ce que finalement c'est juste socialement, c'est-à-dire est-ce que c'est universalisable? Est-ce que si tout le monde voulait le faire, ce serait possible? Ou est-ce que ça passe à l'échelle? Et troisièmement, est-ce que la qualité des relations sociales est au cœur? C'est-à-dire, est-ce que ce projet-là va amener plutôt une amélioration des relations sociales ou une dégradation? Et donc, moi, ma conviction, c'est que si finalement, on n'avait que, en tout cas, une majorité, en fait, on inversait ce qui est le cas aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a une minorité de récits qui sont là-dessus et on a une majorité de récits qui ne sont pas là-dessus. Si on inversait le ratio et qu'on avait une majorité qui était là-dessus, bah, je pense qu'on vivrait dans un monde avec beaucoup moins de conflits humains. On vivrait dans un monde avec un niveau de bien-être bien supérieur parce qu'avec, du coup, forcément, un niveau d'épanouissement. Je crois que c'est Viktor Frankl qui dit celui qui a un pourquoi peut endurer n'importe quel comment. Donc, si on a une vie beaucoup plus pleine de sens, bah, on voit que du coup, forcément, on arrive à faire plein de choses. Euh, et voilà, notamment à gravir cet Everest que collectivement on doit gravir, vu la montagne d'enjeux auxquels on fait face. On aurait beaucoup moins, je ne sais pas si je l'ai dit, mais de conflits en fait armés. C'est-à-dire que en fait, l'une des causes des conflits, c'est la lutte pour un certain nombre de ressources. Et donc, si là, la boussole commune à l'humanité, c'est plus le PIB, donc plus l'accumulation de ressources, mais plutôt justement la question de la qualité des relations, on voit que d'un coup, la plupart des conflits n'ont plus de raison d'être. Donc, voilà, moi, clairement, ce monde-là, que je peux expérimenter à plein d'endroits, c'est-à-dire par exemple le séminaire que j'ai vécu, pour moi, c'est un espace pendant lequel j'ai vécu ce monde-là. Moi, depuis 4-5 ans, depuis que j'ai fait ma bifurcation, depuis que j'ai quitté un peu la voie qui me menait plutôt dans un cabinet d'avocat, clairement, plus le temps passe, plus j'ai l'impression d'être dans ces espaces-là où je vis ces 3 choses-là, c'est-à-dire un mode de vie universalisable, qui soit juste socialement, et en plus de ça, où il y a une qualité de relation qui soit d'un extrêmement haut niveau. Là, je peux encore témoigner sur ce week-end, il y a plein de gens, je ne les connaissais pas, et pourtant, en 3 jours, on a l'impression qu'on a un niveau de relation qui est bien plus élevé que des personnes avec qui je connais depuis le début de ma vie. Ouais, donc il y a un lien, il y a une relation, mais il y a de la profondeur aussi dans ces relations qui se créent. Et- mais merci pour ce partage et j'aime ce que tu ramènes aussi que euh, voilà, cette vision-là que tu as, c'est un peu ton rêve à toi, mais il y en a une diversité, puis il faut les accepter, puis c'est là la richesse, mais que dans ton quotidien, tu te transportes au travers ce que tu peux vivre professionnellement, les événements auxquels tu peux assister dans ce futur désirable-là. Alors, j'ai envie peut-être de poser la question aux personnes qui nous écoutent, comment est-ce que dans leur quotidien, on a beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent, donc comment dans leur quotidien d'entrepreneur, d'humain, peu importe, comment dans leur vie est-ce qu'ils peuvent aller se projeter dans le concret au travers les initiatives qu'ils amènent, les événements auxquels ils assistent, les relations qu'ils tissent. Ouais, j'avais envie de peut-être amener les gens aller vivre un petit bout de ton récit puisque tu nous partages.
Merci beaucoup Benoît pour ce moment. Hem, je vais mettre les liens de justement de là où on peut te retrouver, de la fresque des nouveaux récits et je ne sais pas si toi tu avais envie de conclure sur, une citation, un mot, peu importe, quelque chose qui ferait sens pour toi? Là, ce qui me vient comme ça, c'est finalement, moi, pour revenir à ces questions par exemple, de ce qui manie pas mal et de ces fresques, c'est que pour moi, ces fresques-là, c'est un peu des laboratoires pour essayer d'inventer collectivement des modes de vie désirables qui permettent la vie. Donc, c'est vraiment finalement des lieux d'expérimentation, mais où on n'est pas dans quelque chose qui soit de l'ordre de la flagellation, du moins de ci, moins de ça, mais vraiment plutôt en fait, se recentrer sur l'essentiel dans une époque où, avec cette grande accélération, on a l'impression de toujours manquer plus de temps. Et donc, voilà, pour moi, c'est hyper enthousiasmant et vraiment, moi voilà, comme je l'ai témoigné, je le vois. C'est-à-dire que j'ai de plus en plus de moments où j'ai l'impression d'être là-dedans. C'est-à-dire, dans ce Mmh. monde minoritaire, bah, finalement, dans ma vie, il prend plus de place, même si collectivement, il reste encore ultra minoritaire, en fait. Voilà ce que je voulais dire pour terminer. Mode de vie désirable qui permettent la vie. Voilà un peu ces nouveaux récits, pour moi, c'est ça. Ouais, ah bah, c'est bel éloge à la vie en fait, ouais, à la vie, au vivant. Merci, merci pour, cette belle, réflexion de clôture. J'espère que cet épisode pourra peut-être inspirer à l'action ou, à des petits pas, à des prises de conscience et mais n'hésitez pas à interagir s'il y a quoi que ce soit. Merci encore Benoît pour ce temps, c'était précieux et voilà, merci à tous de nous avoir écoutés. Avec joie, merci Sophia.